Bonjour, je suis Charlie Camille Victor, doctorant en sociologie à l'Université de Haute-Alsace. Aujourd'hui, je vais vous parler des femmes comme étant d'amener des transactions coloniales en prenant comme cas étude Haïti. Ma présentation comporte quatre parties. D'abord, une tentative de problématisation. Après, un bref historique, puis je vais vous entretenir sur les rôles et représentations des femmes dans le discours colonial et puis petite tentative. D'abord, les transactions coloniales résultaient bien des compromis sur la manière d'habiter la terre, ce qui correspondait bien aux attentes et aux représentations sociales, raciales, politiques, économiques et religieuses des instigateurs. Donc, ce qui a entraîné l'aliénation et l'altération complète des autres êtres humains, surtout les Noirs. Pour avancer dans la réflexion, je me demande si le concept de genre comme catégorie historique et culturelle pourrait réellement s'appliquer aux femmes noires. De plus, serait-il aussi possible de parler des femmes échouées en ce qui a trait aux femmes noires esclaves, à la fois marginalisées et réduites au silence, sur le poids du patriarcat et raciste, qui a donné libre cours aux injustices genrées et dans quelle mesure les silences compromettants des femmes et des filles des planteurs apparemment bénéficiaires du régime colonial, puisqu'elles étaient aussi des esclavagistes, aussi impitoyables à l'égard des femmes noires esclaves, permettrait-il de comprendre la catégorisation raciale et du discours colonial. Je parle de l'hypothèse que l'évolutionnisme et le créationnisme dont est porteuse la modernité occidentale justifient à la fois les exploitations coloniales et l'altéricide, en particulier à l'égard des femmes noires. Notre propos tient donc à cerner l'implication et les compromis pratiques des femmes captives et marronnes dans le vivre ensemble chagrinant du complexe colonial de Saint-Domingue. Les femmes noires esclaves étaient victimes dans le cadre de la matrigénèse du discours colonial en raison de leurs fonctions de production et de reproduction. Petite historicité. Donc, avant l'arrivée des concurrents espagnols assoiffés d'or et de richesses sur la terre d'Haïti, les femmes des premiers habitants des taïnos jouaient un rôle précieux dans la culture, car l'imaginaire religieux, avec les cultes des émistes, s'était construit autour de la filiation féminine de l'être dans le ciel. Les envahisseurs allaient tout changer en fonction des principes de violence de la civilisation dont ils étaient porteurs, le viol des femmes et des enfants, l'esclavage des hommes, puis l'extermination peu de temps après de ces Amérindiens qui leur ont pourtant témoigné de leur bienveillance, d'où la première mise en acte du principe de l'altéricide sur l'île d'Haïti. Puis, à partir de 1695, avec le traité de Ryswick, la partie occidentale de l'île a été concédée à la France. Donc, pour l'établissement, surtout de l'esclavage, surtout par le biais de la traite négrière. Alors, les femmes, en fonction de l'imaginaire religieux, sexiste et raciste des sociétés patriarcales européennes, allaient couper sous le poids colonial d'un divers discours, faisant d'elles de simples intrants ou objets au sein du système colonial et aux commodités, au poids sexuel au service de leurs maîtres et aux maîtresses. Cependant, il existait une petite différence, une grande différence même, entre les femmes noires esclaves et les femmes blanches issues de la métropole française. D'abord, les femmes en provenance de la métropole française, en dépit du jugement moral à leur encontre, ont joui de leur statut racial, ce qui leur réservait un peu de respect et un meilleur traitement par rapport aux femmes noires esclaves. Elles s'occupaient surtout des besoins du domicile familial et du personnel esclave. En ce qui concerne les femmes noires, les esclaves objetisés, elles étaient au service de ces métropolitaines pour jouer le rôle de ménagères, de servantes, de lessivières, de messagères, de couturières et de coiffeuses, mais aussi de substituts sexuels. Pour les colons, quand les femmes de France ou créoles n'arrivaient pas à satisfaire tous leurs fantasmes sexuels, ou s'absentaient un certain temps. À titre d'exemple, Baron de Libertad déclarait sans gêne au comte de Breda dans sa lettre du 10 avril 1785 le délabrement de la santé de Madame Bayon me force de l'envoyer en France pour la rétablir. On me laisse pour me consoler deux charmantes créoles nées dans votre maison du Cap. Cependant, il
il y a eu des luttes et des résistances des femmes contre le système. Par exemple, à l'une des périodes les plus avancées des luttes contre le système esclavagiste, les femmes esclaves définissaient avec les hommes des stratégies, des fuites. Elles pratiquaient aussi le marronnage. Et puis, des plus pour sortir du jeu de l'exploitation esclavagiste, beaucoup de femmes se sont illustrées à la fois comme soldats, comme soignantes, stratèges. Donc, et depuis, il faut dire que la manière de représenter les femmes dans le discours colonial comme des êtres dociles, non violentes, faciles à manipuler à la fin de la période coloniale a servi de tremplin et d'arme redoutable en faveur des révoltés qui s'en étaient appropriés intelligemment pour définir certaines stratégies de combat, par exemple avec l'empoisonnement. Et puis la résistance des femmes contre ce système s'était manifestée de diverses manières, par exemple le fait que beaucoup d'entre elles s'étaient affranchies contre le contrôle colonial de leur matrice, par les refus catégoriques de l'obéissance à des enfants esclaves, par la pratique délibérée de l'avortement. Ce qu'on peut dire à propos des discours, c'est que le discours était plutôt défavorable à l'égard des femmes, compte tenu des modèles religieux et des logiques économiques en sous-bassement au système colonial. Donc, ce que les colonisateurs cherchaient, c'était surtout la virilité, la vigueur, la violence physique. Ici, la femme noire esclave était un petit peu masculinisée. Donc, par rapport à sa condition, aux tâches qu'elle effectuait hommes dans les champs de plantation en raison de la dynamique sexiste et raciste du système d'oppression mis en place par les colons. Pour ces derniers, il venait tout simplement de reproduire ce qu'ils ont pensé des femmes africaines qui étaient aussi, selon eux, dans les champs, dans leur société d'origine. En conséquence, les rôles attribués aux femmes favorisaient bien la matérialisation des discours sur les femmes dans les colonies en fonction des perceptions dues à la racialisation des relations humaines et de l'endocentrisme régnant. Donc, en ce sens, plusieurs considérations, la femme existait dans les sociétés coloniales esclavagistes, particulièrement à Saint-Domingue. D'abord, les femmes sont présentées comme victimes, objets de chantage dans les principaux espaces, au camp de la société coloniale, par exemple dans le camp des Marrons, comme butin des guerres et en tant que poids sexuel pour les maîtres et esclaves en raison de leur déficit numérique. Il faut noter, depuis les cas négrières, le viol a été utilisé comme moyen de punition à l'égard des femmes noires esclaves et des structures mises en place ont institutionnalisé cette discrimination et l'oppression sexiste, même des filles impubères. À Saint-Domingue, Haïti, l'égalité sociale des sexes n'existait, n'était présente que dans les activités des champs, et nulle part d'autre. En conséquence, les femmes noires esclaves étaient au champ en même temps qu'elles devraient s'assurer à la place des femmes privilégiées blanches des tâches domestiques. Il revient donc de saisir plusieurs aspects desquels elles étaient victimes. Il s'agissait de la marchandisation, de la chosification, de la domestication, de l'objectisation de l'aliénation, dont se portent les rapports aliénants des pouvoirs instaurés. Ensuite, elles ont joué le rôle d'appendices dans leur responsabilité d'informer et d'annoncer des éventuelles menaces qui pesaient sur le groupe d'appartenance ou de procéder aux négociations. Elles étaient donc utilisées comme les principaux facteurs ou objets de compromis entre les différents groupes ennemis. Elles symbolisaient donc la flatterie, la pitié à travers leur attribution de négociations avec les adversaires ou en faveur des esclaves condamnés. Puis elles étaient aussi considérées dans les fonctions d'ornement ou des parures au moment des grandes manifestations et des moments festifs, surtout en ce qui concerne les femmes blanches. Donc elles n'étaient donc vues que comme des biens à part entière, à côté des vins, des parfums, des domestiques ou esclaves. Enfin, elles sont aussi conçues comme combattantes, puisque le positionnement aussi dans les luttes contre le système esclavagiste était aussi important. Cela se rapporte surtout à la façon dont elles ont inspiré certains leaders à travers les stratégies de lutte d'oppression pour certaines d'entre elles et de libération pour les autres femmes noires esclaves. Parmi les membres des expéditions de la métropole française figurent aussi des femmes, véritables agitatrices armées de couteaux et de pistolets, qui assassinaient des insurgés contre l'ordre colonial. C'est le cas, par exemple, de Madame Martin, originaire de la métropole. En même temps, les femmes esclaves combattaient dans le camp des insurgés. Donc, en plus des conclusions, je crois que l'expansionnisme occidental traduisait bien les principes sociogéniques ancrés dans les valeurs patriarcales du système colonial, faisant du mal un citoyen et de la femme une personne à charge. De plus, le courant évolutionniste a donné lieu à la catégorisation des femmes suivant la dimension biologique qui ont imprégné les rapports sociaux des différences, ce qui donna lieu aux cinq études sociobiologiques de domination qui sont les racistes et le sexisme, fondées sur la logique d'une inégalité naturelle, d'où l'aboutissement à une sorte d'idéalisation de la blanchité
et de l'homme. D'ailleurs, les naturalistes de l'époque s'en étaient bien inspirés pour établir la prétendue supériorité raciale en ayant décrit les femmes esclaves suivant un tempérament de sexe dans un premier temps, ensuite pour les qualifier de féminité dégénérée, de sorcière en comparaison avec la maternité des femmes blanches. Ainsi, la colonisation a instauré un système de capitalisme racial tout en ayant favorisé l'hétéropatriarcat faisant des femmes la propriété de leur père et de leur mari, suivant les lois sexistes inspirées de la logique créationniste. Merci de votre attention.